Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis Arnaud de l'équipe monréseaudo.fr et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant toute cette heure pour cette démonstration de la société Wisewater sur les objets connectés et comment les exploiter pour créer des jumeaux numériques. Je vais accueillir Emmanuel Bourg et Mathias Partias de la société Wisewater. C'est une jeune start-up qui vient de gagner un prix, le prix interconnecté Interco de Tours, un concours des start-up interconnectées de Bretagne. Emmanuel, bonjour. Vous allez nous en dire un peu plus sur ce prix et nous expliquer un peu comment vous, chez Wisewater, vous concevez, déployez, utilisez les objets connectés pour en faire des usages très pratiques pour les exploitants des réseaux d'irrigation et des réseaux d'eau pluviale. Je vous laisse la main et je reviens dans environ 40 minutes pour animer la session questions-réponses. Et voilà, c'est à vous. Parfait, merci Arnaud. Bonjour à tous. Merci d'être venu sur cette session des démos Mon Réseau pour découvrir les solutions Wisewater et plus particulièrement nos solutions sur les objets connectés et nos logiciels de supervision allant jusqu'aux jumeaux numériques. Alors, comme a expliqué Arnaud et Elsa, on a une personne chez nous qui va pouvoir répondre en même temps que je parle à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre directement sur le chat. On va dérouler la présentation et puis on reviendra de toute façon après si vous avez des questions complémentaires. Alors, je suis Emmanuel Bourg, je suis le cofondateur de la société. Je suis accompagné de Mathias, qui est plutôt le directeur technique. Je vais prendre la main pour partager donc, la présentation. Donc, alors, hop, on va réduire ça. Donc, l'objectif, c'est qu'on vous présente la société Wisewater et le thème de cette démo était spécialement de s'arrêter sur comment utiliser les objets connectés et remonter et exploiter les données jusqu'aux jumeaux numériques. Donc, en préambule et pour bien recentrer dès le départ les débats, pour parler de quoi on parle. Aujourd'hui, on voit que les technologies numériques se déploient à peu près dans tous les secteurs de l'industrie en France et à l'international et que la pandémie actuelle a accéléré cette tendance, notamment parce qu'il était plus compliqué de se déplacer et d'être mobile. Et aujourd'hui, le secteur de la gestion des infrastructures d'eau n'échappe pas à cette loi, et notamment spécialement, et on va parler spécialement de ces deux marchés, même si on a d'autres marchés qu'on pourrait adresser, qui sont le marché de l'eau pluviale et l'irrigation. On a également des solutions sur la gestion des cours d'eau, et notamment des écluses ou des rivières, mais on va se concentrer plutôt, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, sur la partie pluviale et irrigation. L'objectif de ce webinaire, c'est de nous montrer notre solution qu'on a construite, qui est une solution complètement intégrée de bout en bout, qu'on a développée avec nos ingénieurs à partir d'objets connectés et qui permettent de remonter des informations sur un logiciel d'ARM. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel d'ARM? Donc, l'ARM est au CRM ce qu'il est au client. L'ARM, en fait, est un logiciel qui permet de intégrer et suivre la totalité des relations qu'on a avec des équipements, que ce soit des ouvrages, des cuves, des écluses, des bassins, des châteaux d'eau. On va pouvoir intégrer et suivre la vie de ces équipements et avoir des accès au total sur la totalité de toutes les interactions qu'on va avoir. Et en fait, nous allons fournir avec notre logiciel une sorte de data lake, donc c'est un mot un peu abscon, mais qui symbolise le fait qu'on va centraliser la totalité de toutes les données, soit qui arrivent des objets connectés, soit qui arrivent directement d'opérations rentrées manuellement par des opérateurs sur le terrain et qu'on va mettre à destination des opérateurs de tout ce qui va être touché au secteur de l'eau. Alors, on a voulu revenir un petit peu sur les enjeux au début, faire en plus un lien sur après les apports des nouvelles technologies actuelles et en quoi est-ce qu'aujourd'hui parler de ces solutions devient plus pertinent. Et puis, dans un troisième temps, aller sur le cœur du sujet, c'est nous présenter notre solution et ce qu'on propose, et puis aller plus globalement sur une démo. Donc, j'ai expliqué qu'il y a Mathias qui est notre directeur technique, moi qui m'occupe de tout le développement marché sur cette partie-là, et on se présentera un peu plus en détail ultérieurement sur la société. L'important, c'est vraiment de partir des enjeux. Donc, quand on fait un état des lieux aujourd'hui, je vais pouvoir laisser la main à Mathias
qui va nous présenter ce qui se passe Oui, aujourd'hui. merci Emmanuel. Alors, côté constat météo, je pense que tout le monde fait le constat que le climat change, la météo change et qu'on est de plus en plus soumis à des événements climatiques courts, denses. Si on prend par exemple la pluviométrie, on est habitué désormais à avoir des fortes pluviométries concentrées sur un temps assez court. Et donc, de devoir gérer une grosse masse d'eau au sol. Paradoxalement, la baisse de la ressource en eau est en train de diminuer. Côté chaleur, on est également habitué, ou en tout cas on le subit, à des périodes caniculaires de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Il y a plus une année maintenant sans sa canicule. Qu'est-ce que ça implique en termes de gestion des eaux? Il y a énormément de risques d'inondation parce que l'eau arrive sur le sol sur un temps court et il faut l'évacuer rapidement. Mais paradoxalement, il y a une baisse des débits des rivières de l'ordre d'environ 30%, ce qui peut poser énormément de problèmes pour les infrastructures en place depuis des décennies, voire des siècles dans nos pays. Tous ces phénomènes sont accentués par l'homme. L'homme qui, dans son développement sur notre belle planète, a tendance à bétonner les sols et donc à réduire les zones d'infiltration naturelle. L'impact de ça, couplé au fait que les précipitations sont violentes et rapides, fait que les réseaux conçus à l'origine pour bien absorber les eaux pluviales se retrouvent mal dimensionnés et ne peuvent plus avaler toute l'eau qu'il y a à avaler. Alors, des solutions existent d'ores et déjà, et beaucoup d'ouvrages de collecte sont mis en place, souvent de manière enterrée, afin de ne pas consommer de foncier dans des zones urbaines qui sont très prisées. Donc, on a des ouvrages complexes qui vont retenir l'eau et la diffuser petit à petit afin de reproduire un peu l'infiltration naturelle. Il existe d'autres infrastructures dans nos villes, comme les toitures végétalisées, qui vont permettre de réguler la température et l'hygrométrie dans les villes. Ces infrastructures doivent être gérées, mais elles sont difficiles d'accès. Elles sont en hauteur, où les bassins de collecte sont plutôt enterrés. Alors, ça veut dire que l'exploitant va avoir besoin d'outils de gestion. Il existe d'ores et déjà quelques outils de gestion, mais en pratique, ils sont lourds et coûteux, donc peu utilisés. Et donc, dans ce constat double méthodologique et lié à l'urbanisme, il y a aussi les attentes qui est important de prendre en compte. Et en premier lieu, ça va être l'usager, n'importe quel citoyen qui aujourd'hui souhaite que ces problématiques soient prises. Et on le voit au global, c'est dans les premiers sujets que les citoyens souhaitent, c'est un des sujets importants. Parce que dans le volet sécurité dont on entend beaucoup parler, il y a aussi la sécurité réelle face à des événements climatiques et il y a aussi tout ce qui va être la prise en main des questions environnementales. Et puis les collectivités, on le voit aujourd'hui que le réglementaire est de plus en plus fort, qui historiquement est un réglementaire surtout sur l'assainissement et qui va de plus en plus sur des gestions de l'eau pluviale et puis notamment aussi sur l'impact sur l'irrigation. On voit régulièrement que les chambres d'agriculture se font challenger et leurs agriculteurs lors de la période estivale où ils doivent irriguer beaucoup les champs et donc ont un impact encore plus fort sur les ressources en nappe phréatique ou dans les rivières. Et donc, il y a des attentes spéciales des collectivités sur ça. Et puis, les services de l'État commencent à s'organiser aussi, il faut être honnête, avec des systèmes comme l'Open Data ou l'État Lab qui permettent de regrouper déjà et centraliser certaines données. L'objectif, et on va se concentrer ici sur deux aspects, c'est que dans le cas, par exemple, des collectivités, dans les problématiques, ce qu'on appelle parc et jardin, sur l'irrigation, ce que veulent aujourd'hui les opérateurs techniques sur le terrain, c'est des outils d'aide à la décision, donc des OAD, qui leur permettent de quantifier, par exemple, concrètement des idées de volume consommé sur une période, les comparer avec la pluviométrie en local, et puis le stress hydrique des plantes, et savoir s'ils doivent irriguer, pas irriguer, et combien ils ont irrigué, de manière à sortir des bilans qui leur permettent de dire, voilà, j'optimise et je gère ma ressource en eau le plus précis. Donc, il ne faut pas l'oublier par rapport à ça, et je sais qu'à ce webinaire, on a la chance d'avoir de ces acteurs qui sont présents. Il y a plein d'autres acteurs qui tournent autour de ces problématiques-là. Comme on a dit, il y a les usagers, les collectivités, mais il y a également les délégataires qui ont un rôle crucial à jouer, soit qu'ils soient dans une configuration juste d'exploitation
de l'infrastructure ou dans une configuration aussi de maintenance et voire même aussi de prescripteurs. Et les délégataires les plus connus qu'on a en France, qui sont les grandes entreprises Veolia, Suez, la SOR et puis d'autres, certains syndicats mixtes locaux, ont à cœur aujourd'hui de prendre ces problématiques et de les traiter, notamment sur l'eau pluviale et l'irrigation, qui était un peu le parent pauvre historique par rapport à son cousin l'assainissement. Et puis, ceux qui sont intéressés par ces problématiques-là, évidemment, c'est les mainteneurs, parce que ce sont les premiers acteurs sur le terrain, ceux qui vont venir soit faire de la maintenance des ouvrages, qu'ils soient enterrés ou extérieurs, ceux qui vont venir faire des curages. Ils veulent aussi savoir quand est-ce qu'il faut intervenir, à quel moment intervenir, avoir un suivi de l'historique des interventions et puis optimiser leurs interventions. Et puis, il ne faut pas les oublier parce que même s'ils sont souterrains, ils sont bien présents. C'est tous les équipementiers, donc qu'ils soient français, qu'ils soient outre-Rhin, puisqu'il y en a beaucoup, ou même européens. Et puis leurs clients directs, qui sont aussi prescripteurs, qui sont toutes les entreprises de travaux publics, elles aussi, elles ont leur mot à dire. Elles veulent pouvoir aujourd'hui proposer des solutions de plus en plus intelligentes. Et comme les solutions sont plus complexes, elles veulent pouvoir apporter de la solution technique et aboutie en valeur ajoutée directement à leurs clients. Alors, on le voit, hein, l'enjeu pour nous, jeunes acteurs en arrivant sur ce marché, c'est clairement comment on apporte de la valeur à tout le monde, comment on permet qu'il y ait une interopérabilité entre tous ces acteurs et surtout que chacun trouve un usage et une réponse à ces usages dans son cadre propre, parce que chacun va avoir des usages différents et ils veulent tous néanmoins pouvoir avoir une seule et même plateforme qui soit lisible. Et donc, c'est un petit peu ce que on a lancé aujourd'hui parce que les nouvelles technologies qui sont apparus sur le marché le permettent. Et donc, on voulait faire un zoom sur deux apports réels aujourd'hui. Donc, Mathias, je te laisse le parler du premier qui concerne les réseaux. Ouais. Alors, le premier, c'est qu'on a vu ces dernières années et on voit toujours se développer des réseaux de communication dédiés aux objets connectés. On entend beaucoup parler de noms comme Sigfox, LoRa, ObjNews ou d'autres types de réseaux comme le NB-IoT ou le LTE-M qui sont adossés au réseau 4G ou 5G de la téléphonie mobile. Le point commun de ces réseaux, c'est qu'ils permettent de raccorder des objets connectés à un cloud avec des coûts opérationnels très faibles comparés à ceux qu'on pouvait avoir auparavant en utilisant la technologie cellulaire et des cartes SIM. L'autre avantage, c'est qu'ils sont très peu consommateurs d'énergie, par opposition à un téléphone dont il faut recharger la batterie à peu près tous les jours si on ne veut pas en manquer. Un objet connecté qui utilise ces protocoles de communication a une batterie qui peut tenir 7 ans, 8 ans, voire 10 ans. Et l'autre point commun de ces réseaux, c'est qu'ils ont une très grande portée. Donc, peu d'antennes peuvent desservir un grand territoire et raccorder beaucoup d'objets au réseau. C'est important dans l'état actuel des choses. On sait que le déploiement de réseaux, d'antennes est assez controversé. On en entend beaucoup parler avec la 5G. Là, on n'a pas ce problème. Adossé à ces réseaux, il existe des outils qui aident à les rendre très pratiques. On peut, par exemple, auditer ces réseaux à distance. Vous voyez à droite de la présentation, par exemple. Si on entre une adresse ou un point GPS, on peut savoir sans se déplacer quel sera le taux de couverture suivant Sigfox, suivant LoRa distribué par Orange ou distribué par Bouygues Telecom. Et on peut savoir même si un capteur situé en extérieur, en intérieur, voire enterré sous une plaque de fonte, va fonctionner à l'avance. C'est une véritable aide au déploiement. D'autre part, s'il y avait un problème de connectivité, on peut adosser aux antennes du réseau national des amplificateurs ou des répéteurs. Donc, le passage à l'échelle, le déploiement massif d'objets connectés est actuellement rendu possible par l'avènement de ces nouveaux réseaux. Donc, on le voit, ça, c'est sur la partie vraiment terrain. Je vais pouvoir remonter des informations précises sur des équipements qui sont sur site. Et puis, dans la partie, ce qu'on appelle dans la partie au-dessus, la partie logicielle, on voit que l'avènement des logiciels SaaS, donc vous savez, ce sont les logiciels disponibles sur le cloud, donc dans le nuage, sont de plus en plus simples en prise en main et faciles et ergonomiques. Que le BIM aujourd'hui s'est répandu de manière beaucoup plus importante et même s'il est compliqué de prise en main, il y a des fonctionnalités qui sont assez simples et intéressantes à utiliser dans le cadre propre de la gestion des infrastructures, tout comme les logiciels de CAO qui permettent de faire des modélisations assez fortes et rapides de différents équipements.
On le voit qu'on a vu arriver récemment, même si c'est encore peu déployé, mais on s'est mis sur ces technologies-là, des outils de terrain comme la réalité augmentée peuvent être utilisés avec, pour une fois, une vraie valeur, hein, pas juste un gadget, ou des outils de réalité virtuelle sur une interface permettent de prendre des décisions au bon moment, d'anticiper des choses, et on va le voir, et avoir des usages concrets. L'important, c'est que ces logiciels-là soient tous interopérables, de manière à ce que soit ils communiquent avec les outils d'une collectivité actuelle ou d'un délégataire, ou que, dans l'absence d'outils, puissent accueillir d'autres données un peu extérieures. Et donc, on arrive à ce que nous, on fait. Donc, notre société Wastewater, elle intervient sur la totalité des branches. Ça veut dire qu'on va intervenir dès le départ sur la partie capteur, puisque Wastewater est un éditeur de capteurs. C'est-à-dire qu'on va chercher des capteurs sur le marché auprès d'entreprises un peu partout, hein, qui ont des capteurs qui sont intelligents, qu'on va faire intégrer sur notre logiciel SaaS, donc un logiciel d'ARM, hein, de gestion qui va avoir 3 valeurs. Une valeur de device management, donc on va pouvoir gérer des parcs de capteurs, savoir où ils en sont la batterie, le type de communication qu'il a, et on va être agnostique. On va pouvoir accueillir n'importe quel type de capteur, avec n'importe quel type de protocole de communication qu'on a vu tout à l'heure. On va pouvoir faire du data management, donc rendre possible ces données. Et puis surtout, on va pouvoir faire du use management, créer des usages qui vont pouvoir être, et on va en parler spécialement aujourd'hui, sur des jumeaux numériques. Encore une fois, ce qu'on va viser, c'est l'usage. C'est-à-dire que la collectivité, le délégataire, l'équipementier, le mainteneur ou même l'usager, ce qu'ils veulent, c'est un usage. Peu leur chaud, et ils s'en fichent un petit peu, pour être honnête, de savoir quel est le type de capteur, quel est le type de réseau. Dès lors qu'eux ont une donnée avec laquelle ils peuvent avoir un usage concret, c'est ça qui importe. Et nous, on va se concentrer sur cette partie-là. Et donc, en fait, qui est-ce qui est derrière Wastewater? Donc, on est une société qui est indépendante, qui appartient à l'entreprise Fordata, donc Fordata, dont Mathias et moi-même sont les actionnaires, qui possède des brevets et qui a développé une grande quantité de capteurs sur d'autres marchés au départ. Et on est arrivé assez récemment sur le marché de l'eau, un peu poussé par des équipementiers qui voulaient apporter des solutions à leurs équipements. Et puis, on est remonté aujourd'hui en travaillant directement avec des collectivités. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de capteurs qui sont déployés uniquement sur des ouvrages enterrés, hein, mais beaucoup d'autres, on en a plus de 6500 qui sont déployés un peu partout. Donc ça, c'est ce que fait notre société. On est basé à 2 endroits, à Dijon et à Vannes, mais le cœur de notre activité aujourd'hui est basé en Bretagne. On adresse 4 marchés, mais 2 marchés en priorité qui sont le marché des eaux, de l'eau pluviale. On va pouvoir mettre des capteurs sur les ouvrages enterrés, que ce soit directement des avaloirs, des séparateurs hydrocarbures, des séparateurs de sédiments, des structures alvéolaires ultra-légères, donc les sols, ou au contraire, on va pouvoir mettre ça sur des rivières ou des lacs et suivre les débits. On va pouvoir mettre des capteurs sur la partie irrigation, dans des nappes phréatiques, sur des collecteurs d'eau qui sont enterrés ou aériens, et puis des capteurs dans le sol, notamment pour savoir le stress hydrique directement. Et puis, on a une offre sur la partie incendie et aussi assainissement. On ne va pas rentrer dedans directement, puisqu'on va se concentrer sur les 2 premiers marchés, mais qu'on fait aussi. Donc, comment ça marche concrètement? Et un schéma, ça vaut mieux qu'un grand discours avant qu'on passe concrètement la démo. Vous le voyez à côté, on va d'une part mettre des capteurs sur des ouvrages sur site, donc qui peuvent être mis au moment de la construction, mais on peut également les mettre une fois qu'ils sont construits, donc en seconde main après. On va pouvoir mettre des pluviomètres sur des sites, on va pouvoir mettre des sondes à différents endroits, hein, des sondes sur des assets, donc des équipements qui sont enterrés, des cuves aériennes. En parallèle de ça, on va pouvoir faire des numérisations des réseaux avant qu'ils soient rebouchés pour avoir une vue en réel. On va envoyer toutes ces données directement dans nos serveurs qu'on a en propre. Donc, on a construit notre infrastructure en propre. Hein. On n'est pas sur de l'AWS ou du Microsoft Azure. On a notre propre infrastructure globale et on va la rendre disponible, cette donnée, de plein de manières différentes, soit sur des logiciels SaaS, soit sur des applications smartphone ou tablettes, et puis en réalité augmentée via des lunettes. Donc ça, c'est peut-être notre offre globale qu'on va avoir et rendre disponible. Et on a une copie d'écran, mais on va vous montrer en live ce qu'on fait. On va proposer des usages réels sur nos logiciels, donc les fameux usages d'ARM de gestion de la donnée, de voir ce qui se passe concrètement. On va avoir des usages de GED, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des documents historiques, que ce soit du fabricant, de l'entreprise de TP qui a travaillé avec les plans, avec l'urbaniste, que ce soit les opérations de maintenance. Donc, on va centraliser la totalité de l'information sur un asset et toute sa vie, avec des photos, ce qui s'est passé. On va pouvoir planifier des opérations de maintenance et suivre de la GMAO directement, donc pour faire de la maintenance
préventive ou curative pour la suivre directement. Et puis surtout, on va pouvoir émettre des rapports de consommation, des gestions d'alerte qu'on va envoyer directement aux acteurs ou aux usagers de manière à ce qu'eux ils puissent prévenir des risques. C'est d'ailleurs, par exemple, je vais fermer une route. Donc, je vais prendre un exemple très concret parce que je vois que le temps tourne et il faut qu'on passe à notre démo. On a fait un travail avec un acteur qui s'appelle Frankish Service qui nous a présenté la ville d'Anglet avec lequel on a posé des capteurs sur des saules directement. L'objectif, c'était de pouvoir anticiper si les saules étaient bien dimensionnés, donc ces grandes caisses qui permettent directement de récupérer les eaux pluviales et de les stocker avant de les infiltrer dans les sols ou de les remettre dans le lit naturel d'une rivière, et notamment pour anticiper, Anglet était soumis à des fortes précipitations, pour anticiper les risques potentiels d'inondation en amont directement et fermer peut-être des chaussées. Donc ça, c'était un cas concret qu'on a fait, qu'on a développé avec un acteur. On en a beaucoup d'autres. Comme je disais tout à l'heure, on a plus de 6500 capteurs déployés. On a 570 clients propres et on travaille déjà avec plusieurs collectivités, donc je montrais tout à l'heure des noms, sur ces problématiques-là. Et on continue à se développer et en France, également un petit peu à l'international, en Allemagne et au Canada, où on a des pistes. Alors, je vais passer sur notre démonstration logicielle parce que le titre du webinaire, c'est de faire une démo. Alors, je vais juste reprendre la main. Alors, nouveau partage, voilà. Donc, je suis sur l'interface en live de la démo directement, où on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc, on a des interfaces, quand on arrive dessus directement, qui sont ce qu'on appelle en marque blanche. Ça veut dire qu'on peut les rendre disponibles directement. Quand on va travailler, par exemple, avec un délégataire, il pourra trouver son logo en haut. Quand on va travailler avec une ville, il pourra trouver son logo en haut. On va pouvoir customiser, comme toute plateforme, gérer différentes choses. Donc, comment sont construites nos plateformes? On va avoir ce qu'on appelle la partie device management qui va être sur le côté ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir l'historique de tous ces capteurs, de s'ils ont émis, s'ils sont activés, sur quel réseau ils sont et comment ça fonctionne. Donc, on va voir l'historique, avoir des niveaux de batterie, savoir anticiper où est-ce qu'ils en sont et pouvoir gérer directement. Donc là, on est sur la partie purement device management. On va pouvoir gérer ce qu'on appelle après des assets. Donc là, je vous ai montré 3 exemples d'assets et on va rentrer dans le détail. Donc, je vais prendre un exemple très simple sur l'irrigation. On va mettre des capteurs sur des cuves. Donc, ça va être des capteurs de niveau à ultrasons. Et on va pouvoir, donc là, c'est sur la ville de Nantes, on va pouvoir voir directement sur ces cuves-là, qu'elles soient enterrées ou extérieures, le niveau en live. On va pouvoir gérer nos niveaux et mettre des paramètres d'alerte. Et quand on va aller dans le détail sur la cuve en question, on va pouvoir savoir les informations sur le capteur qui a été mis dessus, le niveau de la cuve d'eau, les niveaux d'alerte que nous, on a renseignés pour recevoir des alertes. Et puis, on va retrouver la consommation. On va pouvoir avoir une image de l'équipement qui va collecter cette eau directement. On va pouvoir également avoir un suivi des alertes, de dire par exemple ici, je veux que Mathias Partio soit prévenu par mail quand on a atteint ce niveau. Donc, quand on est par exemple sur des niveaux de consommation pour de l'irrigation, mais dès lors qu'on va être sur par exemple des niveaux de remplissage, on pourra mettre des alertes sur le remplissage. Et on va pouvoir dire, je veux recevoir des alertes par mail ou par téléphone. Et puis, en décliquant, on recevra les alertes ou pas. Et puis pour la paix des ménages, si on ne veut pas recevoir de message en pleine nuit, à moins que ce soit critique pour les gestionnaires, on pourra cliquer sur la lune et on ne recevra pas de message. Donc, on le voit, ça se fait très, très, très bien et facilement au niveau de la cuve. Alors, j'invite ceux qui ont un téléphone avec un scan de QR code. Donc, sur l'iPhone, c'est juste le téléphone. Sur d'autres appareils, ça va être Android, ça va être soit un applicatif de scan. Et si vous scannez actuellement ce QR code en passant sur la démo directement, vous allez voir qu'on va voir directement apparaître, donc conformément à la RGPD, juste le niveau de la cuve. On ne va pas avoir les informations sur le client, mais on aura le niveau d'alerte, le niveau de la cuve actuelle et où est-ce qu'on en est. Quel est l'intérêt? C'est qu'en mettant ces QR codes directement sur le terrain, apposés à l'entrée d'une bouche d'entrée, à l'entrée par exemple d'une bouche incendie, sur une écluse, voilà, en scannant directement le QR code, on va avoir les informations de l'équipement. Donc, ça va être vrai sur des cuves, ça peut être vrai sur des tuyaux, ça peut être vrai sur des zones de stockage de bassins, où en fait, en scannant en live, on va avoir le niveau directement. L'intérêt de ça, c'est que ça nous évite en fait d'avoir des afficheurs visuels qu'on met sur le terrain. Au final, on a tous avec nos téléphones et nos smartphones des afficheurs visuels dans nos poches. Et en mettant ces QR codes sur site, on a une information. Donc ça, c'est un premier usage. C'est que l'utilisateur, le technicien qui peut se déplacer, il peut voir en live le niveau de la cuve. Donc ceux qui ont scanné, ils ont vu qu'on voyait directement ce niveau apparaître avec le niveau d'alerte et les derniers relevés qu'il y a eu. Donc ça, c'est un premier usage. Et donc là, on fait ce qu'on appelle du data management.
on va pouvoir voir des niveaux de cuves avec des alertes et voir ces alertes. Et le gestionnaire directement, qui a un parc d'exploitation, va pouvoir suivre ces alertes. Donc là, on est sur, et voir même des consommations. On pourra dire de telle période à telle période, en allant sur l'asset, on pourra gérer les périodes. Je vais prendre l'exemple des ouvrages enterrés. Donc, c'est un peu de la manière similaire. On va avoir des structures de manière matricielle. Et quand on va rentrer sur notre ouvrage en local, on va mettre des capteurs. On va avoir une visualisation de l'ouvrage. On va pouvoir récupérer des données météo sur la pluviométrie qu'il y a eu à date. On va avoir une photo de notre équipement directement. Et puis, on va pouvoir télécharger des informations directement liées à cet ouvrage. Donc, c'est ce que j'expliquais de la GED. On va pouvoir voir réellement ce qui sont passés. Et puis ici, on a des opérations de maintenance. On voit qu'on a des petits widgets qui peuvent s'activer. Et là, qui s'appelle de maintenance, on va voir les opérations. Donc là, on va voir que le 29, il y a eu un nettoyage de ce sol. Et si moi, aujourd'hui, je veux dire, j'ai un technicien sur site, il veut faire une nouvelle intervention. Il a fait, par exemple, un curage. Je vais pouvoir choisir l'opération, la date à laquelle elle est faite, de dire si oui, l'élément qui a été concerné. Donc, par exemple, j'ai fait un curage sur la partie basse du sol. On va pouvoir dire si l'opération se répète ou pas, ou si elle ne se répète pas, et puis mettre des commentaires directement. Voilà. Et en faisant ça, on va pouvoir incrémenter l'historique et voir ce qui se passe directement et de voir s'il y a des rappels à faire en disant une fois que j'ai des rappels inférieurs à X temps, il va être en rouge et suivre mes opérations de maintenance. Donc, on le voit, c'est vraiment très facile et ludique. On gère directement au niveau des équipements et des assets. Je vais prendre un autre exemple sur les nappes phréatiques. Par exemple, on va mettre des capteurs piézométriques sur des nappes phréatiques. On a travaillé là avec des chambres d'agriculture qui voulaient ça pour faire du conseil auprès de leurs agriculteurs qui avaient des champs pour savoir irriguer. En cliquant directement, on va pouvoir voir directement la nappe phréatique, voir directement le niveau qui est à l'intérieur et où est-ce que ça a été passé. C'est vraiment très simple à l'usage et à la gestion et on va pouvoir gérer directement la totalité de ce qui se passe avec le QR code, comme on l'a vu tout à l'heure, directement et tout suivre. Donc là, on est vraiment sur de l'asset management au global, sur la gestion. On va voir nos équipements et pouvoir les gérer. Alors, on va me dire que c'est bien, c'est un premier usage, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, on va pouvoir faire différents types de jumeaux numériques et c'est le cœur de notre conférence. On a créé différents types de jumeaux numériques. On va avoir des jumeaux numériques très simples, qu'on appelle en isométrique, où on va pouvoir modéliser soit une ville en isométrique, soit un quartier, un lieu. Et en cliquant directement sur l'équipement, on va pouvoir voir le niveau qu'on va trouver en question. Et on va pouvoir voir son évolution. On va pouvoir faire des synthèses, on pourra rajouter des widgets de synthèse directement avec des choses très, très simples et ludiques qui ne demandent pas des chiffres conséquents parce qu'on ne parle pas de prix. On n'est pas sur des projets là, à 10 000 euros, 20 000 euros. On va être beaucoup plus bas. Vous allez enlever un zéro et ça va très bien fonctionner. Et surtout simple à l'usage, que ce soit pour le technicien ou que ce soit l'opérateur quand il est à distance et qui veut vérifier sur un réseau où est-ce qu'il en est. Et en cliquant sur la vanne, on aura les informations sur des débits. On peut mettre des capteurs sur des débits, de ce qui se passe dans des tuyaux, que ce soit sur des cuves intérieures et extérieures. Donc ça, c'est un premier jumeau numérique simple, on appelle en isométrique. On peut faire un autre type de jumeau qui est intermédiaire, qui va nous permettre en fait directement de faire de la modélisation sur site. Donc, on a des applicatifs très simples qui vont nous permettre de faire de la modélisation. Et en fait, en modélisant directement en 3D, avant qu'on renferme directement et qu'on remette la terre dessus, de faire une photo réelle de notre infrastructure. Donc là, on l'a fait limiter sur une petite partie, mais on va voir, et là, encore une fois, on est sur des coûts très, très, très limités et très simples de prise en main, sur une installation, sur un ouvrage industriel, de faire directement une vision globale. Et on va intégrer cette vision à notre logiciel, et sur cette vision, on va pouvoir, comme on a vu tout à l'heure, si j'avais un bassin, cliquer sur le bassin et voir directement les données. L'autre intérêt qu'on va avoir, c'est que nous, on va pouvoir projeter cette vision-là directement dans un casque de réalité augmentée sur site. Et donc, quand on va avoir des opérateurs qui vont se déplacer pour dire « Ah, je dois faire une opération de maintenance, je dois faire des travaux sur la chaussée », on va pouvoir mettre ce jumeau numérique en surbrillance sur le casque de réalité augmentée quand on va être sur le terrain. L'énorme intérêt qu'on va avoir, comme on est sur de la précision aujourd'hui de l'ordre du mètre, alors on est en train d'améliorer aujourd'hui avec des choses plus précises, mais on va pouvoir savoir où est-ce qu'il faut taper, où se trouvent certains connecteurs, et puis récupérer de l'historique, savoir ce qui s'est passé, ce qui a été réalisé. Et on va pouvoir voir directement toute la vision de ce jumeau. Donc là, on est sur des jumeaux numériques qu'on peut rendre interactifs, comme on a vu tout à l'heure. On a un troisième type, et je ne vous l'ai pas montré, et c'est un peu mon teaser pour ceux qui voudraient être clients avec nous, qui ont un jumeau numérique qu'on appelle plus de réalité augmentée.
Et dans ce cadre-là, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va pouvoir recréer, nous, complètement tous les équipements en 3D, en CAO, donc c'est une sorte de BIM, et on va pouvoir également cela les projeter. L'intérêt, c'est bien qu'on dise, on va pouvoir avoir d'un côté du réel, et de l'autre côté, on va pouvoir du schématique, du simple à mettre en place. Et on va pouvoir encore une fois centraliser les informations, créer des opérations de maintenance d'exploitation, c'est-à-dire soit sur l'exploitation, dire quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce que mon technicien doit intervenir, voir sur la carte où est-ce qu'il doit intervenir directement pour pouvoir remonter de l'information. Donc, si je reviens sur ma présentation, sur les exemples, et je vais conclure là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé, c'est de dire aujourd'hui, dans les études de cas qu'on a faites, et notre synthèse, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on sait qu'il y a un enjeu environnemental qui est très, très, très fort, notamment sur la gestion des ressources eau, et que historiquement, l'eau pluviale comme la gestion de l'irrigation ont été des marchés qui ont été peu entretenus par des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les technologies existent et sont de plus en plus pointues, et Wastewater s'inscrit comme un des leaders de cette solution parce qu'il va faire proposer sur étagère, donc ce qu'on appelle directement disponible, des solutions complètement intégrées. On va pouvoir dès maintenant vous proposer plus de 47 capteurs connectés qui vont remonter de l'information sur cette plateforme-là. Et cette plateforme-là, on va pouvoir la construire avec nos clients en fonction de leurs usages. Et on va aller jusqu'à des présentations de jumeaux numériques concrets qui vont être de dire soit à distance, je vais pouvoir faire des opérations de maintenance, suivre mes opérations de maintenance sur mon parc, anticiper dès qu'il y a la pluviométrie avec des alertes et des rapports, si je dois prendre des décisions de fermer une chaussée, si je dois prendre des décisions de déclencher une maintenance curative tout de suite. Et puis sur le terrain, on va pouvoir donner des outils aux techniciens pour pouvoir récupérer l'information, quel que soit l'opérateur, c'est-à-dire de l'équipementier au départ, l'entreprise de travaux publics, jusqu'aux collectivités et aux délégataires qui lui aussi pourra avoir le même outil. L'intérêt, c'est encore une fois, c'est de l'usage et pouvoir utiliser ces données-là. Donc, on vous invite après à prendre contact avec nous parce qu'on a déjà des solutions et plein de cas clients et notre logiciel est conçu pour s'adapter à beaucoup de situations et d'être complètement fonctionnel. Alors, je crois qu'on arrive pile à peu près au temps qui était imparti. Je ne sais pas si Arnaud est revenu, mais voilà, on reste disponible maintenant si vous avez des questions pour à proprement parler ou rentrer dans le détail. On sait que c'est très rapide ces webinaires, mais on peut encore revenir dessus et puis surtout prendre contact avec nous directement. Donc, il y a les coordonnées de Mathias qui sont ici et puis vous les retrouverez via Arnaud de mon réseau d'eau qui pourra vous les transmettre si vous avez besoin d'avoir des choses plus concrètes. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Il reste, vous avez été performant puisqu'il reste 10 minutes de présentation possible et de démonstration possible. Donc, vous avez tout à fait bien pris le temps d'expliquer. Donc, on peut continuer à faire un peu de la démonstration de votre logiciel si vous le souhaitez. On a jusqu'à 17h30, c'était le temps. On avait demandé 1 heure du temps aux gens pour découvrir vos solutions. Je rappelle, vous êtes une entreprise Wastewater assez jeune, 2019. Vous êtes pile dans la thématique sur laquelle on travaille beaucoup avec l'équipe monréseaudeau.fr sur les objets connectés dans le monde de l'eau. C'est pour ça que je me suis permis de remettre les liens pour mettre en avant les livres blancs qu'on a publiés. En 2019, on faisait notre premier livre blanc sur le panorama des objets connectés. Et là, en 2021, on a fait un livre blanc sur les données. Donc là, vous êtes l'exemple parfait de ce qui est possible de faire grâce à l'évolution des technologies. Et Mathias, je pense que vous n'allez pas me contredire en disant qu'aujourd'hui, avec les coûts de communication qui ont considérablement diminué, les composants qui ont aussi énormément évolué vers la miniaturisation, avec des façons de faire qui demandent moins d'énergie, on peut déployer tout un réseau d'objets connectés et faire ce que vous faites, connecter des sols, connecter des cuves pour pouvoir voir en temps réel les choses. Ce que je ne savais pas et ce que j'ai découvert, c'est l'application QR code. Alors ça, je trouve ça génial à plusieurs niveaux. Parce qu'au niveau de l'information du grand public, je trouve que c'est un moyen de communication assez performant, très simple. Là, j'ai essayé, j'ai suivi votre conseil, j'ai scanné le QR code
effectivement, on peut avoir plein d'informations et ça permet pour une collectivité aussi de communiquer. C'est un outil de communication, donc il y a plusieurs versants. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme petite astuce comme ça qui permettent d'utiliser, de faciliter l'usage de vos produits? Alors, on a beaucoup de choses et c'est vrai que le temps, on a créé ce qu'on appelle beaucoup de modules qui permettent de mettre des applicatifs de gestion sur ce qu'on fait. Alors, l'intérêt du QR code, c'est qu'on peut remonter des informations, donc on peut remonter beaucoup d'informations. Pour les questions des gens qui diraient « Ah oui, mais la sécurité, c'est des choses stratégiques », on a la possibilité, quand on flash ce QR code, d'avoir recours à un mot de passe pour pouvoir y avoir accès. Donc, on peut aussi gérer cette question de sécurité dans certains cas. Voire même, ce qu'on peut faire, c'est créer ce qu'on appelle des QR codes qui eux-mêmes vont être connectés, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer toutes les 30 secondes. Et dès lors que si on le flash, c'est la personne qui recevra un code sur son téléphone, automatiquement va le reconnaître et pourra avoir accès aux informations. Donc, on a aussi cette partie-là qu'on sait gérer. Donc, concrètement, dans les usages, on a ce QR code-là. On a d'autres jumeaux numériques qu'on sait faire en live avec la réalité augmentée. Alors, c'est compliqué sur un webinar de pouvoir vous montrer concrètement comment ça fonctionne avec un casque de réalité augmentée, mais on arrive directement à projeter sur le terrain des informations. On a un petit module, je passe vite sur la partie maintenance, où on arrive concrètement aujourd'hui à suivre des opérations de maintenance, à pouvoir les renseigner et récupérer l'information. Une des clés aujourd'hui, et ce qui est compliqué, c'est que quand une collectivité va vouloir à un moment ou un autre faire des travaux sur une zone, ça va être compliqué pour elle de retrouver l'historique de ces données, de retrouver les plans historiques, de retrouver l'entreprise et les contacts de l'entreprise qui a travaillé au début, etc. Nous, ce qu'on leur propose, c'est un outil où on va tout centraliser, ce qu'on appelle de la GED. Et donc là, c'est une autre valeur ajoutée, c'est que le QR code sur l'équipement, en plus de voir le niveau, on peut très bien dire sur cet équipement, en flashant un QR code, je vais avoir directement l'historique des maintenances qui ont été réalisées. Je vais pouvoir voir les différents opérateurs qui ont travaillé dessus, ou je vais pouvoir retrouver de la documentation technique directement. Je vais pouvoir voir mon bassin en 3 dimensions directement et pouvoir gérer ça. Donc, on a cette chose globale. Encore une fois, je vais faire une précision, même si on est jeune, parce qu'on a que en date de 2019, Wastewater est une des branches de l'activité Fordata. Donc, moi, je suis président de la société Fordata et je fais une parenthèse. Que fait Fordata? En fait, Fordata est une entreprise qui est un peu plus vieille, qui date de 2015, pas beaucoup plus, mais qui a créé, donc qui est fabricant de capteurs et qui a des brevets, qui a créé ses propres capteurs au départ pour les cuves de distribution de combustible et de lubrifiants. Donc, on a des clients comme Bolloré Énergie, Avia, etc. et des grandes flottes de capteurs qu'on a distribuées pour ça. Donc, on est arrivé par ce métier-là, par opportunité, parce qu'on a rencontré des fabricants équipementiers qui avaient ces besoins-là directement. Donc, voilà ce qu'on fait au global. Alors, quelle liste de capteurs on intègre? C'est souvent une question, et je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'on a des compteurs d'eau connectés? Donc, nous, ce qu'on peut aujourd'hui intégrer, c'est qu'on peut avoir des débitmètres connectés. Donc, ça peut être une semaine des compteurs d'eau qu'on peut intégrer. Aujourd'hui, on a différentes marques qu'on intègre et qu'on sait reconnecter à notre plateforme. Encore une fois, il faut… si on fait toute la chaîne de ce qu'on peut proposer, on va pouvoir aller du compteur au débit, un compteur de débit connecté, à la gestion des contenants, donc des volumes de contenants par différents moyens. On va avoir des jauges ultrasons, des jauges LIDAR notamment, des jauges pour les sédiments, des jauges piézométriques pour la partie nappe phréatique. On va pouvoir mettre des caméras avec un peu d'intelligence artificielle pour savoir la quantité d'eau qui arrive dans un avaloir. Voilà, on a plein de fonctionnalités. Mais pour moi, avant de parler de capteur en tant que tel, il faut déjà parler d'usage. Qu'est-ce que veut la personne? Est-ce qu'il veut mesurer des débits d'eau parce que derrière, il dit en fonction d'une quantité de débit, je dois lancer une opération de maintenance, ou je veux mesurer des débits pour voir s'il y a suffisamment de pression et je dois augmenter donc sur des opérations de production. Ça va être important. On invite d'abord nos clients à se poser la question de l'usage avant de se poser la question de la problématique du capteur et des réseaux. Mathias l'a dit, ces choses-là sont disponibles. On saura les trouver. Et aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est on parle avec beaucoup d'art makers, donc des gens qui fabriquent des capteurs, et on les invite aujourd'hui à rendre communicants leurs capteurs sur notre plateforme. Et beaucoup le font facilement, que ce soit des capteurs qu'on a en Allemagne, qu'on a en Suisse, qu'on a également en Irlande ou même en France, qui communiquent avec notre plateforme. Et techniquement, est-ce que vous pouvez intégrer de la donnée qui vient d'autres API, d'autres sources? Alors, c'est exactement ça. Donc, c'est ce que je montrais sur mon petit schéma tout à l'heure qu'on voyait. On a des données qui viennent de capteurs. On a des données qui peuvent venir du terrain directement. Donc, soit de sources comme API. Donc, aujourd'hui, on travaille avec Météo France sur certaines API. On travaille avec des API sur la partie crue, donc des données de Etalab
qui remontent en live sur les réseaux, donc des données publiques, sur les réseaux de rivières, sur certaines nappes phréatiques qui ont été faites. On a des données, on travaille avec des entreprises qui mettent des pluviomètres connectés et qui rendent ces données publiques et on les récupère aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter des pluviomètres. Donc, on peut récupérer des données aussi d'API extérieures, mais évidemment, on peut les envoyer aussi, Arnaud, vers l'extérieur. C'est qu'aujourd'hui, nos données, notre finalité, c'est peut-être notre plateforme, mais si l'opérateur, et on sait qu'aujourd'hui, il y a des outils comme Ramsès qui existent, ou d'autres outils de GTB propres sur… alors, GTB, c'est pour les bâtiments, mais plutôt, on va dire, des outils de gestion d'infrastructures, on peut envoyer ces données directement. Donc, notre finalité, ce n'est pas tant de dire comment est visualisée la donnée, c'est d'abord de comprendre l'usage et de la rendre disponible en fonction des clients qu'on aura en face de nous et de ce qu'on peut leur proposer. S'ils ont des logiciels, on peut rendre compatibles nos logiciels vers leur logiciel directement par API. Et on sait aussi faire, alors c'est une petite parenthèse et on ne l'a pas montré, on fait ce qu'on appelle des actions descendantes. Ça veut dire qu'on pourrait dire aujourd'hui, avec des protocoles qui s'appellent IFZ Zenzat, donc IFTTT, c'est-à-dire que si j'ai un niveau, c'est des vrais protocoles existants, si j'ai un niveau d'eau qui dépasse, par exemple, 50%, je veux que vous puissiez à distance m'ouvrir une électrovanne et que l'opérateur sur le terrain va juste recevoir un SMS pour pouvoir valider qu'on valide ça. Ou s'il n'y a pas besoin de SMS, il le fera automatiquement. Ça veut dire qu'à distance, en rajoutant sur les automatismes en local cette même brique de communication qu'on maîtrise en interne, on va pouvoir lancer des opérations d'automatisme. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on sait faire, qu'on a commencé à intégrer, alors pas avec beaucoup d'acteurs, mais on a commencé à faire des pilotes sur des choses comme ça. D'accord. Le conseil que vous donneriez, Mathias, pour une collectivité qui veut commencer à étudier, à développer son réseau, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à la bonne méthode? La bonne méthode, c'est de regarder quelles installations sont les plus sollicitées, de manière à pas tout de suite équiper une installation qui n'a pas de débit, qui n'a pas de variation, mais plutôt quelque chose qui va bouger fréquemment, de manière à pouvoir se rendre compte de la qualité de l'information perçue, et puis d'équiper entre 5 et 10 installations dès le départ, de manière à pouvoir agréger, grâce au rapport qu'on va émettre mensuellement, par exemple, agréger de l'information et se dire et pouvoir corréler ça avec les impressions qu'on a l'habitude d'avoir quand on se déplace, quand les techniciens se déplacent. En fait, il faut pouvoir confronter le réel avec ce que notre solution va remonter et on va dire faire adhérer un maximum de personnes au projet. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Et sur le modèle économique de Wisewater, vous vous adressez donc en direct avec les utilisateurs finaux, mais aussi aux équipementiers en marque blanche, c'est bien ça ou… Alors, exactement. Donc, en fait, aujourd'hui, dans notre approche, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la clé, c'est l'interopérabilité. Donc, aujourd'hui, on va travailler en marque blanche avec des équipementiers en leur fournissant notre solution de manière à ce qu'ils l'intègrent, ce qu'on appelle en EOM ou en EOS, c'est-à-dire directement dans leurs équipements quand ils vont faire des ventes ou dans les cahiers des charges directement. L'intérêt, c'est qu'une fois que eux, ils vont pouvoir apporter de la valeur à leur équipement en proposant des rapports sur des ouvrages qu'ils vont mettre en place. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on travaille avec ces équipementiers, ce qui arrive régulièrement, c'est que les collectivités reviennent nous voir directement, ce qui était par exemple le cas de la ville d'Anglet, en disant aujourd'hui, j'ai mis des équipements, j'ai acheté un équipement connecté, moi je serais intéressé pour avoir plus que juste des rapports, est-ce que je peux aller remonter avec des usages? Et donc là, on va travailler dans un second temps avec les collectivités sur des usages spécifiques de gestion de mon infrastructure, gestion de mes budgets de plans de maintenance, etc. Et puis, il y a certains cas où on va travailler en direct avec les délégataires. Donc, on travaille aujourd'hui, on est en discussion avec des acteurs. On a un délégataire avec qui on travaille, dont la lettre commence par S, qui lui nous dit, moi, j'ai des problématiques aujourd'hui sur l'irrigation. Et aujourd'hui, sur certaines villes, on me demande de commencer à pouvoir monitorer ma quantité d'eau qui va être mise pour irriguer, par exemple, tout ce qui va être sur les parcs et jardins. Et donc là, on travaille avec des personnes comme ça sur des problématiques directes à poser. On travaille sur ce délégataire aussi, sur d'autres usages qui me dit sur l'assainissement en disant, nous, à certains points de nos stations d'épuration, on peut avoir des soucis. Et donc, en revanche, votre jumeau numérique va énormément m'intéresser sur ma petite station d'épuration.
où là, par exemple, notre équipement va être intégré en marque blanche chez un fabricant comme Cadieux, Chaudronnerie, qui est un fabricant à Locronan de cuves spécifiques qui vont pouvoir faire du traitement d'eau sur des petites stations d'épuration. Et nous, on va pouvoir venir créer des jumeaux numériques complets de ces stations d'épuration, des micros, avec des capteurs en plus de débit, de flux, de niveau de produits chimiques qu'on va mettre directement à côté. Et on va pouvoir les suivre et remonter la donnée à distance. Souvent, ces mini-stations d'épuration sont aveugles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérateur sur site directement et on va pouvoir le remonter. Donc, en fait, il y a différents cas d'usage qui arrivent. Et donc, nous, on a commencé. Voilà. Aujourd'hui, on ne travaille pas avec les usagers en direct, évidemment. On ne travaille pas avec, par exemple, les entreprises de travaux publics qui, elles, aujourd'hui, vont plutôt venir nous voir parce que les équipementiers ont remis ça dans leur cahier des charges ou le délégataire qui aura fait un appel d'offres l'aura demandé. Je vais prendre un autre exemple de collectivité. On travaille par exemple avec des chambres d'agriculture qui nous disent sur la gestion de l'irrigation, on voudrait bien avoir sur des zones où le préfet sent qu'il y a une tension parce que les niveaux de rivière sont assez bas, où les nappes phréatiques sont assez bas, on va mettre des capteurs sur une zone et la chambre d'agriculture va pouvoir proposer à ses agriculteurs un système de gestion de rapport en disant où en est le niveau des cours d'eau et leur envoyer des SMS quand à un moment en cas de sécheresse ou de canicule, le niveau va être trop bas. Donc, sur justement de dire il ne faut pas pomper, là, quand il n'y a plus d'eau, sinon vous n'aurez plus rien. Trouver d'autres solutions. Donc, c'est plutôt dans ces optiques-là avec les acteurs avec qui on travaille. Comment est-ce qu'on travaille concrètement au business model? On vend des capteurs. Donc, il y a un CAPEX au départ pour la partie capteur. Et après, il y a un OPEX qui est lié soit au capteur en tant que tel. Donc, un capteur mis sur un ouvrage va être lié à un OPEX, un abonnement. Et donc, encore une fois, on parle pas de centaines d'euros par mois, on parle de quelques dizaines, même pas quelques unités d'euros par mois par capteur. Et puis après, en fonction des usages, on va dire si je veux le module QR code sur mon interface, si je veux le module numérique, à ce moment-là, on va souscrire de manière modulaire à des modules spécifiques dont on va avoir besoin avec un OPEX. Voilà, c'est plutôt notre business model, c'est comme ça qu'il est conçu. On a aussi une partie service en interne, c'est-à-dire qu'on sait gérer l'installation en direct, on sait gérer l'infogérance des capteurs, donc le suivi, la vie du capteur, ça on sait le gérer en interne. On forme aussi nos équipementiers à le faire et à proposer ces offres de services directement, de maintenance, d'installation. Et puis aussi, on a un petit rôle de conseil. C'est-à-dire qu'on peut aider les entreprises qui ont des questions, des envies. Par exemple, je prends quelqu'un qui avait un petit barrage, alors c'est pas une écluse, mais c'est un petit barrage hydraulique sur un cours d'eau, un propriétaire privé qui dit moi j'aimerais bien avoir des données sur mon débit d'eau, j'ai des données, mettre des capteurs électriques sur ma turbine et qu'à distance je puisse avoir des informations. Et donc là, on va travailler un peu avec des usages un peu on va dire, étonnants sur des sujets comme ça et des problématiques, et on va construire des solutions avec eux. Ça veut dire qu'on va être dans le conseil. Et donc là, on aura une prestation de conseil et de suivi, où on va étudier réellement son besoin, traduire souvent un besoin qu'il a avec un moyen de le réaliser, et puis après, on va pouvoir lui vendre des capteurs. Donc voilà ce qu'on fait, et c'est pour ça que c'est important, et c'était ma dernière slide, d'expliquer qu'on a une solution intégrée. C'est-à-dire quand on travaille avec nous, on n'est pas obligé de venir avec son agence de développement, avec ses artmakers, etc. Nous, on s'occupe de tout, de contractualiser avec les opérateurs télécoms, de contractualiser avec les fabricants de capteurs et de contractualiser aussi directement avec des gens qui peuvent être des agences extérieures en disant je veux connecter ça à mon API, travailler avec des gens comme Actemium qui travaillent sur des logiciels type, avec des gens chez Vinci exactement, enfin qui ont des filières sur la partie gestion de logiciels. Donc on travaille un peu avec tout le monde et vraiment on est interopérable et agnostique. Voilà. Alors, une question qui me traverse l'esprit, sans vouloir avoir des chiffres sur vos coûts d'abonnement, etc. Peut-être que vous pouvez partager avec nous une notion de retour sur investissement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, tout ça, ça a des coûts qui s'additionnent à ce qui est déjà exploité. Donc, derrière, il faut aller chercher un avantage, un bénéfice. Donc, quel est, sur vos expériences, quel est le temps en retour sur investissement que vous constatez? Alors, je vais être. C'est assez simple. Aujourd'hui, on va prendre un exemple très concret. J'ai une inondation sur une chaussée. Je dois déplacer un technicien parce que je n'ai pas pu l'anticiper. En urgence, je vais avoir des soucis pour fermer la route, appeler la police, donc casser un circuit, appeler l'assureur s'il y a une voiture qui est restée là, notamment dans les parkings. Je vais prendre un exemple. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des voitures qui, dans un parking souterrain, il y a eu une inondation et la plupart des voitures ont dû passer après avec le gestionnaire d'assurance. Donc, on va avoir des coûts très vite, très forts, dès qu'on va avoir des casses typiquement sur de l'inondation.
Dès lors que nous, on va pouvoir faire du préventif, c'est-à-dire attention, vos niveaux d'eau dans vos sols sont hauts, on attend de la pluie parce qu'on fait du prévisionnel aussi, on n'est pas que dans l'actuel, on arrive à dire la Météo France annonce de la pluie dans quelques jours, vos niveaux sont hauts, il y a un risque d'inondation à tel endroit. Et donc la collectivité, l'usage qu'elle va avoir, c'est je vais envoyer un SMS aux personnes ou une alerte, je vais prévenir les gens en disant retirez vos voitures du parking. On le voit aujourd'hui, hein, le gros coût qu'il y a dans les dégâts, pour la collectivité, ça va être des infrastructures qui vont être abîmées, ça va être pour l'usager des primes d'assurance qui vont être de plus en plus chères. Et donc, le ROI réel peut être dès lors que dans des villes où il y a des fortes intempéries, comme la ville d'Anglet, ils estiment qu'en moins de 6 mois, ils ont rentabilisé la solution par rapport au coût qu'ils avaient. Donc, on est sur des rentabilités très courtes. Sur une nappe phréatique, c'est plus compliqué à estimer un ROI. Je veux dire que le ROI, c'est la planète, c'est le temps qu'on a qui nous reste à vivre dessus. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir gérer la ressource, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. En revanche, l'intérêt qu'il va y avoir, c'est qu'il faut plutôt constater, dire si par exemple une ville voulait savoir réellement ce qu'elle a mis en irrigation en eau, donc le coût eau sur la partie irrigation, qu'elle devait demander à chacun de ses opérateurs de noter sur un papier, ce que faisaient certaines villes, ce qu'il a mis, que ça devait être sommé directement après, que ça devait être translaté, récupéré, voilà, ça va mettre beaucoup de temps. Nous, on va le faire en un clic pour une ville. Dès lors qu'on aura tous ces assets qui sont installés, en un clic, on va avoir ces stocks actuels. On va pouvoir suivre les consommations et avoir sur une période une consommation totale. Donc là, on a un énorme avantage. Voilà. C'est sûr que le ROI avec la planète, ça parle peu, mais je ne suis pas sûr qu'il faille raisonner toujours parce qu'encore une fois, nos clients sont les collectivités et sont nous les citoyens. Et ce côté-là de œuvrer pour le bien commun, et notamment le bien commun, notre planète, le disait Mathias, en fait partie, ce sont des raisonnements qui sont un peu plus longs. En revanche, on le voit, hein, mettre moins de techniciens sur la route, moins de camions, être moins dans l'urgence et anticiper les choses, ça a un ROI très fort et rapide. Oui, tout à fait. Écoutez, merci Emmanuel, merci Mathias. Je vous souhaite une belle réussite, Emmanuel et Mathias. Merci beaucoup Arnaud. Je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée pour présenter votre société et vos solutions. Et je suis persuadé que vous allez être un nom à connaître et à reconnaître dans les mois qui viennent. Et on aura sûrement l'occasion de reparler de vous sur mon réseau d'eau. Merci beaucoup Arnaud. J'invite les gens qui sont encore là et qui nous ont écoutés patiemment à nous retrouver physiquement au salon Polytech. On sera présent sur ce qu'on appelle le bâtiment eau dans le Water Hub. Donc, on sera présent physiquement là-bas et puis on sera au Carrefour de l'eau l'année prochaine. Donc, si vous êtes prêts à attendre le mois d'octobre, on peut se retrouver là-bas. Si évidemment, vous ne voulez pas attendre, et tant mieux pour nous, on est disponible, on peut venir vous voir avant. Donc, il y a les contacts de Mathias. Je remets le mail de Mathias, mais il ne faut pas hésiter à prendre contact directement avec lui pour pouvoir avancer sur les problématiques. Merci Arnaud pour l'organisation et Elsa. C'est toujours un plaisir de travailler avec mon réseau d'eau qui fait toujours des conférences de qualité et surtout sur des sujets et nous motive à aller chercher des sujets intéressants. Merci Emmanuel du compliment. Merci Elsa de Saloon de nous avoir accueillis dans cet espace bien particulier. On a été ravis d'être ici. Merci Valentine pour avoir été en soutien sur la partie technique. On n'a pas eu trop l'occasion d'échanger sur cette session, mais vous avez énormément travaillé sur la présentation, donc je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Au revoir.